Et à la fin de cette chaîne de montage cognitif, tu aurais un vérificateur ultime qui lui serait peut-être bien payé, tu vois? Peut-être que ça, ce serait un boulot, en haut de la distribution des revenus. OK, donc c'est la dernière personne qui va dire: «Ouais, ces conclusions, elles sont bonnes, bon, c'est moi qui en prends la responsabilité ou moi, je suis bien rémunéré». Bonjour et bienvenue sur Les Dessous de l'IA, le podcast qui tente de mieux comprendre les évolutions de l'intelligence artificielle et leurs impacts sur nos sociétés. Bonne écoute. Salut Axel, et merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Avant de te laisser te présenter, juste pour redire le thème de notre échange va tourner autour de mieux comprendre l'impact économique et sur l'emploi de l'IA générative, et un peu comment toi tu regardes le sujet en tant qu'économiste. Et partant de là, j'aimerais bien que tu te présentes, peut-être rappeler un petit peu ton parcours et ce qui t'a amené toi à spécialiser en tant qu'économiste sur cette question de l'impact de l'IA sur l'emploi. Et comme tu es économiste, je veux bien juste que tu puisses dire un petit peu quel est ton prisme de lecture, parce qu'il y a différentes écoles en économie, donc un peu d'où tu parles aussi. Donc effectivement, je suis l'économiste, je travaille dans un centre de recherche qui s'appelle le CEPI, dont je suis en congé sabbatique et là, j'ai créé un observatoire qui s'appelle l'Observatoire des emplois menacés émergents, qui est consacré effectivement à l'étude de l'impact, de l'IA sur, le marché du travail. Alors moi, avant de m'intéresser à l'IA, je travaillais sur le marché du travail, notamment sur, l'impact des licenciements sur les personnes licenciées, les suivre dans le temps, voir, l'impact que cet événement de licenciement a sur, leur probabilité de retrouver un emploi, sur le salaire si et quand elles en retrouvent un, donc des effets, des coûts individuels de ces licenciements. Mais j'ai aussi étudié les coûts un peu plus, collectifs, enfin les impacts collectifs sur les régions dans lesquelles tu as ces épisodes de licenciements massifs, voir si il y a des économistes qui pensent que ça peut avoir des effets bénéfiques, tu vois? En termes de réallocation de travailleurs, de nouveaux établissements créés et cetera. Et donc bon, nous, dans notre papier, en tout cas sur la France, c'est pas ce qu'on trouve. On pense que quand tu as un épisode de licenciement massif, en fait, l'économie régionale, ne s'en sort pas mieux. Tu as pas plus d'établissements créés, tu as pas plus de productivité, tu as pas une meilleure réallocation des travailleurs. Voilà, donc ça, je sais pas si ça te donne déjà peut-être une idée de où je me situerais idéologiquement, on va dire, dans l'économie. Mais disons que je fais pas partie peut-être de l'école qui croit en la destruction créatrice. En tout cas, au-delà des croyances, c'est pas ce qu'on trouve dans nos papiers, enfin, ce papier-là de recherche. Mais, voilà, je pense que sur le marché du travail, il y a effectivement une école d'économistes qui croit beaucoup à une réallocation un peu magique, à des ajustements. Tu vois? C'est ce qu'on a beaucoup entendu dire pour tout ce qui était les effets de la désindustrialisation, notamment sous l'effet de l'ouverture au commerce, avec la Chine, hein, je parle. Ça fait longtemps qu'on commerce, mais l'entrée de la Chine dans l'OMC, ben, ça a été un choc assez important pour, le marché du travail et donc cette école d'économistes qui, pensait qu'il y aurait des ajustements, donc tu perds ton boulot, mais tu en retrouves un autre et tout se passe bien. Donc ce qu'on constate et c'est pour ça que moi maintenant je crois plutôt à ça, c'est que les ajustements sont très difficiles et justement toute transition est compliquée et souvent la formation est insuffisante. Il y a souvent des perdants qu'il est très difficile de compenser et du coup, on va aborder l'IA, ben, toute transition technologique par nature, redistribue un peu les cartes entre les salariés. Tu as des gens qui voient leur emploi, bah, menacé, c'est le type de l'observatoire et ces gens-là, ben, pour qu'ils puissent transitionner, s'orienter vers un autre emploi, c'est toujours compliqué et encore une fois, la formation suffit pas souvent et est un instrument un peu limité parce que, bah, tu vois, si on prend l'exemple de la désindustrialisation, un ouvrier qui perd son emploi, dans une usine à Roubaix, si tu lui dis: «Bah, ouais, mais en fait, tu pourrais devenir consultant à la défense», tu as 2 sujets, en fait. Tu as effectivement l'écart de compétences qui enfin, c'est pas du tout les mêmes choses et tu as le lieu géographique. Donc avec l'IA, on va sûrement en reparler, mais la grosse différence, c'est que c'est un choc, je pense, qui va être géographiquement peut-être un peu hétérogène, mais globalement, ça va être un choc sur l'ensemble du territoire. J'aime bien commencer les épisodes par poser des définitions. Et quand on parle économie, IA, emploi, il y a deux trucs moi que j'ai en tête. Et tu en as parlé un petit peu. Il y a cette question de la destruction créatrice. Donc j'ai l'impression que, en tout cas, de ce que tu peux observer, c'est pas si simple que ça.
Et je veux bien juste que tu peut-être redis deux mots là-dessus, peut-être ce que c'est. Et parce que ça permet souvent aussi de rendre plus acceptable, en tout cas, peut-être pas de justifier l'innovation en disant on va y aller à fond. Et puis de toute façon, en fait, la destruction créatrice va faire que ici on va en perdre, mais on va en retrouver là-bas et tout va bien se passer, les cocos, si je caricature. Ouais. Et le deuxième, c'est le paradoxe de Solo sur l'informatique. Alors, c'est dans les années 70, donc ça date un petit peu. Mais il y avait une phrase que je trouvais, enfin, que je trouvais qui est marrante, c'est où il disait qu'on voyait l'impact de la productivité de l'informatique partout, sauf dans les stades de la productivité. De ce que moi j'ai pu observer, alors je l'ai pas refait, mais il y a quelques mois, où si tu regardais les stades de la productivité américaine, bah, en fait, tu voyais pas forcément d'impact sur la productivité. D'ailleurs, même, elle avait peut-être tendance à être moins, enfin, la croissance de la productivité plus faible que ce qu'on avait pu voir auparavant, et donc pas d'impact de l'IA générative. Et par rapport à ça, j'aimerais bien avoir ton regard là-dessus. Est-ce que c'est parce que c'est trop tôt, tu vois, ou qu'on peut-être on n'a plus les bons indicateurs pour suivre, mais en tout cas, voilà, juste avant de replonger dedans, c'est sur ces deux concepts-là. Ouais, alors du coup, pour commencer sur la destruction créatrice, je m'excuse par avance si je dis des bêtises par rapport à l'histoire économique, mais dans mon souvenir Schumpeter, c'est des phases du capitalisme, la phase A et la phase B, et qui se succèdent. Et elles sont portées par des changements technologiques. Donc en gros, tu as un ancien système technologique qui disparaît au profit d'un nouveau. Donc tu as une destruction, mais une création avec l'arrivée de ta nouvelle technologie. Hein, l'ancien monde qui laisse place au nouveau monde. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec des phases, des sinusoïdes d'évolution sur le terrain des emplois. C'était pas originellement l'idée, mais c'est repris pour dire, bah, t'as des emplois détruits, mais t'as des emplois créés. Et effectivement, historiquement, ce qu'on constate au niveau macro sur très longue période, c'est-à-dire qu'on a eu plein de technologies, plein d'automatisation, mais on voit que l'emploi humain n'a pas baissé. Il n'y a pas moins de gens qui travaillent. C'est des métiers différents. En revanche, il y a quand même des phases, bah, notamment la première phase de la révolution industrielle. Ça s'est repris par Acemoglu. Enfin, c'est des rappels historiques, hein, mais il rappelle que pendant la première phase, donc en Grande-Bretagne de la révolution industrielle, la personne moyenne s'est appauvrie. Tu avais une technologie qui était exclusivement à l'époque dans la substitution à l'humain et tu n'avais pas d'émergence de métiers complémentaires à la technologie comme ça a été le cas pendant la deuxième phase de la révolution industrielle qui a plus débuté pour le coup aux États-Unis. Donc, tout ça, c'est pour rappeler que avoir quand même des longues décennies où en fait les gens ne s'enrichissent pas. Tu vois, en Grande-Bretagne, pendant 70 ans, il y a un appauvrissement et les nouveaux métiers qui émergeaient, qui étaient des métiers d'ouvriers dans des conditions de travail quand même assez terribles. On peut dire, il y a des métiers qui ont émergé, mais enfin, bon, tu avais des enfants qui travaillaient dans les mines, c'était quand même plus loin. Mais en fait, tu as eu cette deuxième phase où là, tu as eu des métiers plus valorisés et rémunérés correctement. Par exemple, ingénieur du chemin de fer. Bon, ça, c'était un métier qui n'existait pas avant les chemins de fer. Quand on pense à des lacs d'automatique, enfin, d'innovation plus récente, data scientist, ils ne connaissaient pas ce métier dans les années 70, ni même 80, tu vois. Donc voilà. Donc originellement, cette notion de destruction créatrice, c'est des phases du capitalisme et des alternances, enfin des mouvements d'innovation technologique. Et après, c'est appliqué à tout pour dire, bah, il y a des choses qui se détruisent et d'autres choses qui apparaissent. Et donc, idéologiquement, c'est utilisé pour dire, effectivement, comme tu dis, vous inquiétez pas, c'est un peu le discours de Philippe Aghion, par exemple, qui a gagné le prix Nobel cette année. Bon, à laquelle moi je souscris pas trop, parce que c'est pas ce que je vois, en tout cas dans les données françaises, ni dans d'autres papiers sur d'autres pays. Après, que pour le moment, je veux dire, avec les innovations qu'on a connues, on n'est pas à une baisse de l'emploi humain, ça on est tous d'accord. Après, à savoir ce qui va se passer avec l'IA, on va en reparler, mais c'est une autre question. Et donc ensuite, je parlais de l'impact sur la productivité. Donc, juste pour faire un petit rappel aussi, on est dans les définitions, c'est un peu débattu, mais il y a quand même beaucoup d'économistes qui pensent que l'IA, c'est ce qu'on appelle une technologie à usage général, comme l'électricité, comme Internet, etc. Donc, qu'est-ce que c'est ce type de technologie? C'est des technologies qui ont un impact sur tous les secteurs. La deuxième chose, c'est que elles sont accompagnées d'innovations complémentaires. Et la troisième chose, c'est qu'elles sont de moins en moins coûteuses et de plus en plus efficaces. Voilà, c'est les 3 points. Et on peut voir que l'IA, elle s'inscrit dans cette catégorie. Et donc, les effets mesurés sur la productivité. Alors, au niveau micro, il y a des choses.
Tu vois, dans des centres d'appel, on a mesuré que déployer un chatbot, ça augmentait la productivité de 14%. C'est une étude américaine, ça c'est un truc micro. Ensuite, au niveau macro, pour le moment, effectivement, on voit pas forcément un impact, heu, un impact mesuré, actuellement. Sauf que récemment, justement, j'étais en train de regarder, tu as une étude plus récente qui mesure un effet, déjà réalisé. Je te retrouve plus le chiffre, mais c'était de l'ordre de 1,6 de temps de travail qui était économisé grâce à l'IA actuelle. Un truc comme ça. Je ne sais plus quelle source c'était. Je crois ah ça y est, c'est la Fed de Saint-Louis aux États-Unis. C'est sorti genre il y a 3 4 jours. Mais effectivement, au niveau macro, c'est pas encore massif. Et donc, pourquoi? Donc, comme tu disais, je pense parce que c'est très tôt. Et le propre de ces technologies à usage général là, dont on parlait, c'est qu'elles mettent du temps. Là, on va arriver au paradoxe du solo. Elles mettent du temps à se matérialiser dans les chiffres macro. Par exemple, l'électricité, ça a mis 40 ans avant que tu vois dans les chiffres un effet sur la productivité et sur l'emploi. Et pourquoi? Ben, c'est lié à la dimension numéro 2 que je te disais, c'est que ces innovations, elles ont besoin d'innovations complémentaires, souvent organisationnelles. Donc, bah, l'électricité, il a fallu que les usines se réorganisent autour de la chaîne de montage. Donc là, l'IA, si on transpose, bah, il va falloir réorganiser complètement les activités cognitives autour de, par exemple, l'IA agentique. Enfin, je veux dire, réorganiser autour de juste utiliser un LLM isolé, genre ChatGPT. On voit bien que c'est pas ça qui va avoir un impact massif. Par contre, le déploiement de l'IA agentique, donc l'orchestration de plusieurs LLM avec du coup un minimum de mémoire externe, une ébauche de planification via cette orchestration, des choses qu'un LLM isolé n'est pas capable de faire. Ça, on voit que si tu es déployé, bah, tu peux automatiser des workflows carrément, tu vois, pas juste toi qui vas demander un truc à ton chatbot, mais tu peux automatiser des tâches un peu plus massives, on va dire. Et du coup, ça, c'est pas encore fait. Et là, tu as des surveys par exemple, McKinsey sur vraiment l'IA agentique et même les très grosses boîtes, c'est les balbutiements du truc. Elles ont commencé un peu à le déployer sur certains projets, mais c'est tout petit. Donc, on n'en est pas encore à l'étape où on a réorganisé les processus de production, où ton cabinet de conseil, ton cabinet d'avocat s'est réorganisé autour de ça. Mais c'est vraiment de l'organisationnel, quoi. C'est dire, bah, maintenant, quand je produis les conclusions de mon cabinet d'avocat, tu réorganises tes processus. OK, ça, on a compris. Mais après, tu as la stratégie de human in the loop. Tu vois, pour le moment, les modèles, ils sont quand même hyper imparfait, tu as beaucoup d'erreurs, d'hallucinations et tout. Du coup, il faut que tu designes ton processus pour savoir à quel moment ton salarié, il rentre dans ce processus, quels sont les points d'entrée pour vérifier les outputs qui ont été créés par l'IA. Si l'IA, elle te fait des conclusions, bah, il faut peut-être prévoir des petits points intermédiaires pour que ton avocat il puisse vérifier qu'elle n'est pas partie dans une hallucination totale et que, bah, tu vois, une intervention d'un jugement humain. Tout ça pour dire que refaire tes processus de production et décider stratégiquement de à quel point tu as besoin d'un human in the loop, parce que pour le moment, les modèles sont quand même pas suffisamment autonomes, bah, ça prend du temps et c'est pas fait. Enfin, ça, tu vois, les cerveaux le monde, c'est pas fait. Donc, je trouve pas ça étonnant que 3 ans après la sortie de ChatGPT, on n'ait pas un impact massif. À mon avis, ça ne veut pas du tout dire que ça va pas venir. C'est juste que c'est trop tôt, comme tu disais. Après, sur la mesure de la productivité, alors là, effectivement, on en a beaucoup parlé pour les nouvelles technologies d'information parce que tout ce qui est immatériel, tu as le problème de comment tu le comptabilises et du coup, bah, c'est aussi un impact sur ton indicateur de productivité. Donc bon, ça, c'est des débats, qui me dépassent un peu, mais effectivement, tu as aussi un sujet sur la mesure et là, le paradoxe de Solow, la productivité liées aux nouvelles technologies de l'époque dans l'information et la communication, avec cette question du décalage temporel, pardon, qui vient du temps organisationnel pour développer des choses dans les processus de production. Donc ça, c'était une chose. Mais tu avais aussi cette histoire de mesure. Ça, tu as des économistes qui ont des travaux là-dessus qui montrent que c'était plus difficile à comptabiliser. La création de valeur liée à ces choses immatérielles. Tu as parlé tout à l'heure de l'usine à Roubaix, et alors, dans le discours
autour de l'IA, on compare, tu disais que c'était une technologie à usage général. On compare souvent avec la révolution industrielle. Toi, tu as pas mal travaillé sur le sujet, si je dis pas de bêtises, mais en tout cas, le décalage, la différence qu'on peut voir entre la révolution industrielle sur les chaînes de montage, la robotisation, c'est qu'elle impactait principalement des métiers plutôt manuels, si je puis dire. Là où aujourd'hui, on voit que sur l'IA générative, c'est plutôt ce qu'on appelle des cols blancs. Je veux bien que tu parles un peu de ça. Et est-ce que c'est quelque chose où on se dit ça va se poursuivre comme ça? Et du coup, bah, en fait, la question du diplôme, qui est notamment en France, qui était très importante, on se dit, tiens, en fait, on a commencé l'entretien juste avant d'enregistrer, où on parlait de métiers manuels, et tu me disais, c'est les métiers du futur. Enfin, tu vois, je veux bien que tu donnes un peu ton avis là-dessus. Disons historiquement, les innovations jusqu'à maintenant, c'était beaucoup de l'automatisation de la force physique. Donc, on voit bien que la robotique, même des années 90-2000, c'est des ouvriers, notamment dans l'industrie automobile d'ailleurs, qui ont perdu leur emploi, donc des métiers manuels. Après, on avait déjà eu les technologies de l'information et de la communication, où tu avais aussi eu des tâches, on va dire, de bureau, des tâches cognitives dans l'administration, tu vois, des tâches administratives du bureau, quoi, qui ont aussi été automatisées, tu vois, genre les traitements de texte, tout un pan du métier de secrétariat, donc qui sont des activités cognitives, tu vois, pas purement manuelles, qui ont été automatisées. Mais là, ce qu'il y a de nouveau avec l'IA générative, pour moi en tout cas, il y a deux dimensions qui sont hyper importantes. La première, c'est que tu as l'accès au langage. Hein. L'IA générative, c'est par définition, c'est ça, 2017, les transformers, donc une capacité à gérer le langage de façon assez profonde et fluide. Et la deuxième dimension, donc ça c'est plus lié au machine learning qui préexistait largement à ChatGPT et compagnie, mais c'est une capacité à gérer une forme d'incertitude. C'est-à-dire qu'avant, on avait des machines où il fallait les coder explicitement. Quand tu fais ton code Python, bah, s'il se passe ça, tu fais ça. Si, voilà, tu devais donner un ensemble de règles explicites, codifiées. Et bah, le principe du machine learning, c'est que ça apprend des choses dans des données. Et donc, ça permet un transfert d'un savoir-faire implicite de l'humain à la machine. Par exemple, un serveur, il aurait beaucoup de difficultés à expliquer exactement ce qu'il fait, parce qu'il doit s'adapter à plein de situations. Par contre, si tu as suffisamment de données d'entraînement et que tu les mets dans un modèle, très bien avoir un modèle qui repose sur l'apprentissage machine learning qui réussirait à s'adapter dans certaines limites, hein, parce que c'est ce qu'on voit des limites actuelles, c'est tout ce qui est hors distribution, hors données d'entraînement. Et si c'est des cas qui sont pas trop extrêmes, qui sont contenus dans tes données d'entraînement, bah, le modèle, il va être capable de gérer une forme d'incertitude sans que tu sois obligé d'avoir prévu tous les cas. Encore une fois, sauf les cas extrêmes qui sont hors distribution. Mais tant que tu restes dans une certaine, je vais dire normalité, mais c'est même pas forcément une distribution normale, mais tu vois, disons des cas qui sont contenus dans tes données, bah, ça permet au modèle de gérer l'incertitude. Donc, pour récapituler, gestion du langage et gestion d'une forme d'incertitude, on voit que toutes les activités cognitives bah, qui ont un lien avec ces deux dimensions, donc, il y a demande, production textuelle, on a aussi production d'images et de vidéos avec les modèles de diffusion, et qui demandent une adaptation. Avant, ça paraissait impossible à automatiser parce qu'on était dans des modèles très rigides. Là, la flexibilité qui est offerte par cette dimension de machine learning qui a quand même derrière les LLM, et ben, on voit que ça change complètement les métiers qui peuvent être automatisés, donc enfin, les tâches en tout cas. Donc, ben, comme tu disais, c'est des métiers de col blanc, quoi. Ben, je sais pas, économiste et diagnostics médicaux. Enfin, ça, c'est pas forcément de l'IA générative, hein, c'était des choses qui existaient déjà avant. Mais le fait d'avoir en plus ces outils d'IA générative, ça permet au système, par exemple, de te générer un diagnostic en texte, tu vois, qui soit du coup directement assimilable par un humain. Donc, on voit que ça ouvre énormément le champ de l'automatisation. Et effectivement, bah, les premières victimes, ça va être les cols blancs qui, jusqu'ici, étaient complètement préservés de ça, parce que, comme tu disais, c'était que les cols bleus. C'est un peu, c'est pour ça que je te disais, les métiers du futur, les métiers manuels. Tant qu'on n'a pas de développement de la robotique et d'une agilité des robots, on voit quand même, pour le moment, ils sont pas au top. Tant qu'on n'a pas ça, ben, les métiers manuels et surtout ceux qui demandent
de la finesse, de la dextérité, sont assez préservés. Bon, après, je pense qu'on va y revenir, mais il y a quand même des dimensions aussi dans les métiers d'école blanc qui sont protégées, mais tu as beaucoup de tâches qui peuvent être, déjà avec la technologie actuelle, automatisées, quoi. Pour creuser ce sujet-là sur automatisation, remplacement. Alors, je crois que c'est le FMI qui disait qu'ils estimaient que 60% des emplois dans les économies avancées étaient exposés à l'IA. Je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais en tout cas, toi, je crois que tu fais la distinction entre exposition et remplacement. J'entends souvent parler de déplacement de compétences. Là, on a quand même un remplacement de compétences sur certains métiers. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais des centres d'appel. Alors, il y a des entreprises qui y sont revenues, mais tu vois, qui avaient licencié en disant c'est génial, on va utiliser des IA. Bah, ils se sont quand même rendus compte qu'en fait, traiter des appels, c'était pas si simple que ça et que des humains aimaient bien parler à des humains, que ça peut être sympa aussi. Mais par rapport à ce chiffre, tu vois, est-ce que, pour être provoquant, est-ce que tu vois, demain, on va être tous au chômage? Ou est-ce que c'est vraiment un peu plus compliqué que ça? Et surtout, qu'est-ce que toi t'observes? Parce que c'est aussi ça qu'est-ce que tu vois dans les données, dans ce que tu regardes? Alors, est-ce qu'on est tous au chômage? Je pense que il y a énormément d'incertitudes. Donc, contrairement aux gens qui disent c'est sûr qu'il n'y aura aucun problème, moi je ne sais pas. Par contre, je pense qu'il y a des gens qui vont perdre leur emploi. Il va y avoir des licenciements. Ensuite, la question c'est, tu as effectivement des tâches qui sont substituables par la machine, par les algorithmes. Et de l'autre côté, tu as des tâches qui vont émerger, donc des métiers qui vont émerger. La question, c'est est-ce que les effectifs qui vont être détruits à cause de l'automatisation, est-ce qu'en face, tu vas avoir suffisamment, en termes de nombre d'emplois, qui vont être créés par ces nouveaux métiers? Là, je ne sais pas. Je suis un peu inquiète, hein, à vrai dire, c'est pour ça que j'ai créé cet observatoire. Mais dans les deux cas, on va avoir ce problème de transition qu'on évoquait au début. Donc, dans tous les cas, on va avoir un choc, je pense, sur le marché du travail. Ensuite, est-ce qu'on va tous être au chômage? Donc, si on regarde la technologie actuelle, en imaginant que, je sais pas, qu'elle reste, enfin, moi, je sais pas, je veux bien, mais j'ai lu pas mal de trucs, mais en imaginant qu'elle reste comme ça et qu'elle soit déployée dans le cadre de l'IA agentique. Donc, encore une fois, orchestration de LLM, vraiment le modèle auto-agressif existant, quoi. Tu vois, il n'y a pas de rupture technologique, il n'y a pas de modèle du monde de Yann Lecar, des choses comme ça. On en reste à ce qu'on a. Si ça s'est déployé, c'est déjà un gros choc sur le marché du travail, je pense. Après, il y a des limites techniques. T'as pas de mémoire épisodique comme un humain a. Donc, effectivement, on voit que les tâches que ces modèles sont capables d'accomplir en autonomie, c'était des benchmarks où on regarde la longueur des tâches qu'ils sont capables de faire sans qu'un humain intervienne, on voit qu'effectivement, quand même, c'est ça. Mais en tout cas, on n'a pas eu cette rupture technologique d'avoir une mémoire épisodique, donc d'être capable de garder comme un humain en tête tout ce qui s'est passé. Est-ce que le fait de recourir à une mémoire stockée en externe, ça limite les capacités du modèle, tu vois? C'est pas techniquement la même chose. Il y a cette limite, la limite qu'on connaît bien du raisonnement, on va dire. Donc, c'est-à-dire que dans le moment, la technologie, je sais que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais mon sentiment, c'est il y a un consensus sur le fait que c'est un peu du pattern matching, quoi. Donc, je regarde dans les données, j'en extrais des régularités et le modèle, enfin, le modèle, enfin, ça, je dis c'est un modèle. Et le modèle est capable ensuite de te faire un output en appliquant des probabilités, des stats à partir de ce qu'il a appris dans les données. Mais la limite de ça, c'est que ce qu'on disait tout à l'heure, quand tu lui présentes un problème qui est trop nouveau, c'est pas complexe. C'est pas une question de profondeur. C'est une question de nouveauté. Quelque chose qui est complètement ordonné, hors distribution. Là, quand même, de ce que je connais, en tout cas, on voit que le modèle n'est pas capable de gérer ça. Ce qu'on appelle edge case, si tu veux. Et c'est là qu'on a quand même, si on en reste à ces deux limites techniques, on voit bien qu'il reste quand même beaucoup de place pour l'humain. Dans tout ce qui requiert vraiment une mémoire longue. Là, je parle pas seulement de fenêtres contextuelles, tu vois, c'est pas juste mettre plus de tokens, c'est vraiment être capable de gérer ce flux comme un humain le ferait, ou soit tu te souviens, depuis la première fois qu'on s'est contacté jusqu'à maintenant, de tout ce qu'on s'est dit, et en même temps, dans ta mémoire, tu as aussi tous tes autres projets. Tu peux oublier des petites choses, mais c'est présent dans ton esprit comme une entité. C'est pas, ah, je sais que j'ai besoin d'une information, donc je vais aller la chercher dans mon cahier, tu vois. Tu peux aussi avoir ça, mais c'est un accessoire. Et globalement, tu as présent dans ton esprit ton histoire et donc tes projets. Et cette limite fait que on voit bien que si ça en reste là,
Évidemment, les chercheurs cherchent à améliorer ça. Ça limite quand même l'automatisation de pas mal de choses. Et ouais, le raisonnement, le nombre de chaînes de raisonnement, de séquences, d'étapes, qu'un modèle peut gérer aussi. Donc ça laisse aussi, il y a une autre limite, c'est l'interprétabilité des modèles. Tu vois, les labos qui développent les modèles, ils ont des équipes entières qui sont dédiées à l'interprétabilité, à explainability des modèles, parce qu'en fait, on le sait, hein, il y a des millions, milliards, je sais pas combien de paramètres, et quand tu te trouves avec un modèle, c'est très difficile d'expliquer comment il en est arrivé là. Pour un humain, c'est impossible. Donc après, les chercheurs essaient de construire des modèles en sparse coding pour essayer d'extraire des features, essayer de comprendre comment on est arrivé à cet output. Mais pour le moment, on a quand même un effet un peu black box. Donc on voit bien que dans plein de pans de l'économie, tout ce qui est décision stratégique, décision médicale, décision juridique, si tu peux pas expliquer comment ton modèle il a pris sa décision, il y a plein de secteurs, plein de choses où ça va être quand même difficile en l'état actuel des technologies de lui donner la main, tu vois. Donc, je pense que pour le moment, il reste quand même vachement un rôle de, je dis jugement humain, pas dans le sens où c'est nécessairement supérieur. C'est plus, si tu dois prendre une décision médicale ou juridique, tu le donnes à LLM, mais qu'ensuite, tu peux pas l'expliquer. C'est compliqué dans notre système actuel. Après, on peut changer complètement de préférence et s'en remettre absolument à des choses qu'on ne comprend pas. Mais sinon, d'un point de vue, en tout cas, anthropologique actuel, c'est compliqué. Donc tout ça, ça va limiter l'automatisation, mémoire, raisonnement et explicabilité. Or, comme tu disais, signe noir de saut modèle ou rupture technologique, mais ça, c'est la prévoir. Exactement. Exactement. Si demain, il y a une révolution sur la mémoire épisodique, que Yann Lequin nous sort un modèle du monde qui est capable de comprendre la causalité, c'est pas seulement des corrélations des stats, mais causalité, planification, mémoire épisodique, là, j'aurai un discours un peu différent. Je pense qu'on sera à 79% d'image, voire plus. Il y a un concept que je trouve intéressant dans ce que tu écrivais. Tu parles de taylorisme augmenté, où le fait d'utiliser ces outils-là, l'expert qui les mobilise, finalement, il va passer son temps à valider ou corriger des contenus qui ont été générés par IA. Alors, c'est pas mon concept, c'est le concept d'un sociologue qui s'appelle Juan Sébastien Carbonell. D'ailleurs, c'est le titre de son ouvrage qui s'appelle Le terrorisme augmenté, que je vous recommande. Donc, l'idée, c'est de dire, les activités cognitives, elles peuvent être fractionnées en sous-tâches. Tu vois, un peu comme l'ouvrier. Avant, tu avais un artisan qui fabriquait, je sais pas, une lampe, qu'il a fabriquée de A à Z, et l'industrialisation de cette construction est fractionnée avec la chaîne de montage en petites étapes. Donc, ça fait gagner en efficience, tout ça. Mais ça te démembre, fragmente ton travail, il y a une perte d'autonomie. C'est plus toi qui réalise un objet de A à Z et on peut te chronométrer. C'est l'idée du terrorisme à l'industrie. Donc, de la même façon, tu pourras voir la production de conclusions pour un avocat, production d'un rapport pour un cabinet de conseil qui est fractionné en petites tâches et que les tâches à haute valeur ajoutée sont faites par un LLM parce que, désolé, mais il est quand même beaucoup plus rapide. Ce qu'ils produisent parfois est de piètre qualité dans la première instance, mais si tu donnes des infos et une ligne au début, ils vont quand même beaucoup plus vite que nous. Donc, tu pourrais avoir des consultants, des juristes, des économistes qui se transformeraient en vérificateurs de petits bouts d'output. Et à la fin de cette chaîne de montage cognitif, tu aurais un vérificateur ultime qui, lui, serait peut-être bien payé, tu vois. Peut-être que ça, ce serait un boulot en haut de la distribution des revenus. Ok, donc c'est la dernière personne qui va dire ouais, ces conclusions elles sont bonnes, bon c'est moi qui en prends la responsabilité, c'est moi qui vérifie vraiment tout, ou moi je suis bien rémunéré, super, mais voilà, je suis vérificatrice. Par contre, tous les petits boulots avant, qui ont fait des petites vérifications à toutes les étapes, ça pourrait être des choses beaucoup moins bien rémunérées, beaucoup plus précaires. Tu vois, tu pourrais imaginer que ce soit peut-être même pas des juristes, des consultants, des économistes. Peut-être que c'est juste vérifier, faire des petits checks qui demandent pas de qualification et donc qui ne seraient pas super bien rémunérés parce que tu serais plus facilement interchangeable. Voilà. Donc ça, c'est un peu la thèse, enfin, j'espère que je la déforme pas, mais de ce sociologue.
et que je trouve intéressante parce que ça pose la question d'une forme de prolétarisation de ces fonctions cognitives. Ces cols blancs qui étaient un peu protégés, tu vois, en termes de rémunération, de statut social et tout ça. Mais si les éléments essentiels de ton travail, ils sont faits par une machine mieux que toi et que toi, juste, tu vérifies à certains points d'entrée, là, l'histoire, on en revient à Human in the Loop stratégie, bah, tu vas avoir une dévalorisation de ton travail et potentiellement une baisse de rémunération en plus du nombre d'emplois. Mais encore une fois, tu vas peut-être avoir certains métiers, ceux qui vont être les vérificateurs ultimes, qui eux seront bien rémunérés. Mais on voit que c'est comme si tu avais un risque, en tout cas, que le haut de la distribution s'amenuise. Tu vois ce qui s'est passé avec l'automatisation des années 90-2000, enfin depuis les années 80 d'ailleurs, tu as un papier d'assez nouveau là-dessus, c'est que tu as eu ce qu'on a appelé une polarisation, c'est-à-dire que les emplois intermédiaires se sont amenuisés, il y en a eu de moins en moins, et tu as eu plus d'emplois en haut de la distribution et en bas, comme une forme de sablier. Et là, on peut se demander si tu vas pas avoir aussi moins d'emplois en haut. Et bon, les emplois intermédiaires, on a bien compris qu'ils pourraient être quand même largement touchés. Et ce serait plus un sablier, des pyramides, voilà, mais vraiment très pointu. Voilà, c'est un peu ça l'idée de Mm. terrorisme cognitif. La question que ça me pose, et tu vois, je repense à une phrase qu'a dit Sam Altman il n'y a pas longtemps, où il disait, je déforme peut-être un peu, genre, on lui posait la question de l'impact sur l'emploi, il disait, mais globalement, si l'IA générative remplace des emplois, c'est peut-être qu'au départ, ces emplois-là, ils ne devaient même pas exister. C'est peut-être un peu carré. Mais globalement, c'était ça le sens de sa phrase. Et on entend une petite musique, alors c'est pas récent, tu vois, sur, bah, en fait, l'IA va remplacer plein de gens, en tout cas automatiser des tâches. Il y aura peut-être des gens encore en haut de la pyramide et puis des tâcherons un peu que tu décris. Mais globalement, ça va avoir un impact quand même significatif. Et donc, bah, ces gens-là, quand même, aujourd'hui, ils sont payés, ils consomment. Donc, ce serait bien que demain, ils continuent à avoir de l'argent pour consommer. Parce que si on a que des robots et que personne qui consomme, bon, ça peut poser un petit souci. Donc, bah, tiens, il y a peut-être le revenu universel. Et puis, les gens, ils sont contents. De toute façon, ils bosseront pas. Moi, j'avoue que ce sujet-là me questionne beaucoup parce que tu sais, on va à fond sur l'automatisation et même d'un point de vue purement capitalistique, c'est très bien, mais il y a un moment, les rendements de l'automatisation, ils vont décroître parce que une fois que tu auras automatisé, qui pour payer tes services, qui pour acheter ce que tu produis. Et donc, ça pose une question, et tu en as parlé de la répartition de la valeur qui est créée. Aujourd'hui, bah, elle est pas forcément hyper bien répartie, mais en tout cas, il y a des gens qui ont un salaire. Si demain, il y en a moins, comment on répartit la valeur? Bah, je pense que c'est un peu la question politique sur ce sujet, quoi. Si on en vient vraiment à un point où il y a une automatisation large, imaginons, j'en sais rien, je dis vraiment un chiffre à ne pas prendre pour argent comptant, mais imaginons même 30% des gens qui perdent leur emploi, tu un problème de redistribution qui se pose. Le souci, c'est que les entreprises, en tout cas pour le moment, créatrices de valeur dans l'écosystème IA, elles sont hyper concentrées. On a l'impression, et c'est vrai qu'il y a de la concurrence sur les modèles fondateurs parce que bah, on a vu encore Gemini, récemment qui est revenu un peu dans la course, Claude, on a plusieurs modèles qui paraissent substituables. Par contre, sur la chaîne de valeur, ce qui est un peu inquiétant aux États-Unis, c'est que tu as ces partenariats et en fait, ils commencent à avoir des accords entre eux. Donc, le risque, au moment, c'est pas réalisé, mais le risque, c'est si ces acteurs vraiment ils s'intègrent un peu sous forme d'un conglomérat. Là, tu peux quand même te demander si l'essentiel de la valeur, c'est des erreurs émergents. En fait, au bout d'un moment, c'est quoi le pouvoir, enfin, la force du pouvoir politique, même aux États-Unis, pour élever, parce que quand ton assiette fiscale, elle devient aussi concentrée, tu as un problème de pouvoir, quoi, comment je fais accepter l'impôt à ces entreprises qui acquièrent énormément de puissance. Un des problèmes même aux États-Unis. Et le deuxième problème que nous on a, c'est qu'en plus, elles ne sont pas situées sur notre territoire. Là, comment, parce qu'en redistribution, effectivement, mais pour redistribuer, il faut pouvoir prélever quelque chose. Qu'est-ce que nous, peut tout à fait imaginer, on va prélever sur la frontière numérique digitale. Déjà, on voit que ça pose problème. Relativement inquiétant de ne pas avoir ces infrastructures, hein, parce que je pense que l'IA, il faut vraiment le penser
comme une infrastructure cognitive, mais on a ces infrastructures qui nous appartiennent pas. Avant, quand on avait les infrastructures, c'était une infrastructure physique. Et que si t'es, à un moment donné, il faut bien que ça passe en physique sur ton territoire, tu peux l'acheter ailleurs, mais c'est quand même des flux physiques. Là, on est dans des infrastructures qui sont complètement immatérielles. Donc, tu as les centres de données. Mais ton centre de données, il peut être en Louisiane. Enfin, donc, voilà, enfin, c'est pas avant, mais la question qui est vachement liée à celle de la redistribution, c'est quand même celle de la fiscalité et comment percevoir l'impôt sur quelle assiette fiscale quand elle est même pas dans nos frontières. Donc, je pense que la réponse à ça, c'est bah, enfin, c'est une réponse oui, mais c'est l'investissement public, c'est pas trop à l'ordre du jour dans le contexte actuel. J'en ai bien conscience, mais si on ne développe pas ces infrastructures sur notre territoire, au-delà du problème de souveraineté, des problèmes militaires que ça soulève, on va avoir un gros souci de redistribution. Ensuite, le problème que tu évoquais sur la demande. Je suis d'accord avec toi, en fait, si ça devient massif, si on a des innovations technologiques, alors comment on fait s'il n'y a plus de demande? Bah, en réalité, tu passes dans un monde où les gens les plus riches, les entreprises les plus riches n'ont pas besoin de te vendre des choses. Je veux dire, on a eu plein de sociétés dans le passé où les riches produisaient des trucs pour eux, mais en soi, c'est parce qu'on est dans un système où la richesse est très dispersée que tu as besoin d'un demande et d'un système macro tel qu'on le conçoit. Mais imagine Elon Musk devient tellement riche qu'il peut tout se créer pour lui-même et qu'il peut aller sur Mars tout seul. En fait, si tu peux tout produire pour toi, t'es chapelain dans une société féodale où tu as besoin, en l'occurrence, de quelques paysans pour récolter ton blé, mais t'as pas nécessairement besoin d'un système macroéconomique comme on l'imagine actuellement si on bascule dans ce genre de monde. Et c'est vrai que tout réfléchit dans notre cadre intellectuel et économique, il faut de la demande. Oui, parce que notre système économique est organisé comme ça, de façon relativement équilibrée. Enfin, il reste déséquilibré pour beaucoup de gens, mais si on bascule dans un paradigme où la richesse est autant concentrée et que le travail humain devient accessoire, c'est ça aussi, tu vois. On a eu des, des acquis sociaux, des hausses de salaire, etc., parce que l'humain était important dans le processus de production. Le rapport entre capital et travail, en moyenne. Mais tu avais quand même dans la valeur ajoutée une forme de partage parce que les innovations demandaient toujours du travail. Mais si on vient à un monde où ton travail il est automatisable, manuel aussi, avec la robotique, je sais pas, est-ce qu'on a vraiment encore besoin de nous et de notre demande? Ah mais pas du tout, hein, je vais pas faire peur. C'était vraiment dans ta question, très hypothétique de si on bascule dans un monde où, ce qui est pas du tout le cas actuellement, mais où le travail humain serait plus, nécessaire. Je suis pas sûre qu'on aurait besoin d'une forme de demande, vu qu'on sera dans un autre monde. D'ailleurs, tu as un économiste qui s'appelle, Korinek, qui est, américain et qui lui, réfléchit beaucoup à l'intelligence artificielle générale. Donc c'est un peu l'hypothèse que tu évoques, où là on a plus besoin de travail humain. Bah, lui, il dit en fait, est-ce qu'on aurait vraiment besoin de demande? Pas nécessairement, il écrit un modèle là-dessus, tu peux aller voir. Voilà, tout ça pour dire qu'on est dans un cadre conceptuel et que si on bascule là-dedans, ça en sera un autre. C'est de la science-fiction pour l'instant. Enfin, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que ça pose des questions, typiquement le rôle des pouvoirs publics, notamment le fait de s'assurer qu'on a la maîtrise sur certaines infrastructures, la capacité à prélever l'impôt. Et ça, c'est des choses dont dans tous les cas, enfin, que ce scénario, ça soit de la science-fiction ou pas, on a besoin, et si on veut préserver notre modèle, de s'intéresser à ces sujets-là, puisqu'on voit que même déjà aujourd'hui, ça pose des problèmes sans avoir des outils d'IA générale, peu importe ce que ça veut dire. J'avais une question, tu en as parlé un petit peu de la concentration de ces acteurs. Et là, pour le coup, je fais appel à l'économiste. On entend pas mal parler de bulles autour de l'IA Ouais. générative, avec des acteurs surtout américains. Tu parlais d'NVIDIA et tous les autres, où il y a OpenAI, où il y a quand même une certaine circularité dans les investissements. Là, on parle de quand même de centaines de milliards de dollars qui sont investis dans les data centers, notamment tout ce qui est infrastructure pour développer l'IA générative, avec des retombées pour l'instant, sans forcément parler de productivité, mais en tout cas en termes de chiffre d'affaires généré, ils sont sans commune mesure avec ce qui est dépensé, avec des matériaux et des matériels qui ont une durée de vie et une obsolescence relativement.
rapide. Enfin, ça pose quand même plein de questions. Quel pourrait être l'impact, tu vois, économique, macro, d'un dégonflement, d'une explosion de cette bulle? Et toi, t'en penses quoi? Est-ce que tu vois, est-ce que tu considères qu'il y a une bulle? Il n'y en a pas? Est-ce que c'est une question dont on s'en fout, en fait? Mais, Alors, je crois pas qu'on s'en compte, effectivement. Donc, sur la question de la bulle, je pense que c'est possible qu'il y ait investissement en surcapacité dans les data centers. Ça, il y a une note récente d'un collègue de la COFAS, Aurélien Dutoit, sur le sujet. Et il montre, en fait, ce qui est intéressant, c'est la variabilité dans les estimations des capacités qui sont nécessaires, tu vois, nécessaires dans le futur en termes de data center. Et en fait, elle varie de 80%, tu vois, entre les différents experts. Donc, c'est énorme. Donc, on est en train de construire, d'investir énormément, sachant qu'on a cette incertitude totale. Donc, c'est tout à fait possible. Enfin, je dis on, ils sont en train de surinvestir. Et en plus, comme tu dis, c'est des choses qui se déprécient super vite. Donc, le souci, c'est pas comme si tu construis un chemin de fer ou quelque chose comme ça. Mais justement, le deuxième truc qui est bien, c'est que souvent, les développements d'infrastructures, historiquement, elles ont été liées à des bulles financières. Tu vois, quand on a développé les chemins de fer, tu as eu là ce qu'on appelait la Railway Mania. On s'est mis à faire des chemins de fer dans tous les sens. Finalement, on en a fait trois et il y en a qu'on a laissé tomber. Et ça s'est reproduit plusieurs fois dans l'histoire. Donc, c'est un peu comme si quand tu avais une économie, enfin, une nouvelle innovation qui demande et une infrastructure, bah, c'était un peu inhérent d'avoir ce type de bulles financières parce qu'en fait, une bulle, et ça te permet d'attirer suffisamment d'investissement. Enfin, c'est le principe, tu en as trop et ça permet de drainer plein de capitaux. Donc moi, je trouve ça assez cohérent que, sachant que je crois que l'IA, c'est une technologie d'usage général, qui pour moi et pour beaucoup d'autres économistes, c'est une forme d'infrastructure cognitive. Ça paraît assez cohérent de se dire que, ben ouais, on est probablement dans une bulle. C'est assez logique, historiquement, que ce soit le cas. Donc ça, c'est la première chose. Alors, deuxième, tu disais, oui, est-ce qu'on s'en fout? Alors, je crois que jusqu'à présent, en fait, les experts, moi, je suis pas expert de ça, mais ils disaient, c'est pas si grave, même si c'est une bulle, parce qu'en fait, comme bah, tu parlais de circularité, voilà, ils se prêtent entre eux, soit c'est des capitaux propres, soit c'est Nvidia qui prête à OpenAI pour qu'ils achètent leurs puces, enfin, c'est un truc dans leur coin. Bon. Donc, si c'est cool, ben, en fait, ça va rester un impact sectoriel. Le souci, des bulles, c'est, quand tu commences à avoir de l'endettement, parce que du coup, ça se transmet aux autres secteurs de l'économie via le système financier. Et apparemment, récemment, je lisais le commentaire d'un investisseur américain qui disait que ce qu'il voyait émerger, c'était pas mal de SPV. Alors les SPV, je sais pas si tu te souviens de ce que c'était, dans la crise de 2008. Special Purpose Vehicle, donc c'est une forme de juridique pour avoir des dettes hors bilan. Donc, il parlait du cas de Meta. Par exemple, Meta construit son truc là en Louisiane et, et pour ça, il crée un SPV. Et c'est ce SPV qui va détenir le centre de données, la data center. Et Meta va juste lui payer un loyer pour l'utiliser. Et c'est ce SPV qui va s'endetter. Du coup, la dette, elle est hors bilan de Meta. Et quand tu vois commencer à apparaître ce type de véhicule financier et qu'il y a une émergence de l'endettement, là, la bulle, elle est plus inquiétante parce que tu peux avoir, via le système financier, parce qu'imagine, voilà, ils n'arrivent pas à rembourser, c'était une catastrophe. Si les banques, si les fonds d'investissement, si tout ce qui appartient au secteur financier a trop prêté, ben, tu as ensuite une contraction de l'économie par un resserrement du crédit pour les autres secteurs. Voilà, donc ça, c'est un point donc, à surveiller. Je ne sais pas trop où va en être l'endettement, mais je pense qu'il faut surveiller l'endettement du secteur. Et l'autre chose, c'est que même si ça restait super sectoriel, là, tu vois que la croissance américaine, elle est quand même vachement portée par ces secteurs. Donc, tu as des économistes, moi, je ne suis pas du tout spécialiste de ça, mais qui disent d'habitude, tu as les deux tiers de la croissance américaine, enfin, deux tiers de la contribution à la croissance américaine qui viennent de la demande. Et là, on a beaucoup moins que d'habitude, je n'ai pas le chiffre exact, et tu as beaucoup de contributions à la croissance qui repose sur ça. Et que donc, ça pourrait avoir eu la vertu, on va dire, de camoufler un peu l'absence de croissance. Mais si jamais tout s'écroule, que effectivement la bulle éclate, même s'il n'y a pas d'endettement, ça pourrait être embêtant, pas via cette contagion financière que j'ai évoquée, mais via juste, bah, du coup, la croissance, on se rend compte que c'était un peu factice. Donc, c'est aussi un risque, voilà, même sans endettement. Donc, en gros, oui, je pense que c'est possible qu'on soit dans une bulle, ce serait cohérent avec le développement d'infrastructures. Et ouais, suivre un peu le niveau de l'endettement et
Et ce risque, ça s'écroule vu le fait que la croissance américaine repose pas mal sur tout ça, quoi. On arrive tranquillement à la fin de notre réunion. Il me reste une ou deux questions. La première serait, toi, c'est quoi un peu les sujets que toi, tu regardes, les signaux faibles que tu observes autour de l'IA dans ton travail de recherche? Et moi, un truc qui me gêne profondément dans les discussions autour de l'IA, c'est comme si tout se passait dans un monde où on a accès à full ressources, full énergie, full eau, tout va, enfin, il n'y a pas de problème climatique, il n'y a pas de problème environnemental. Alors, je sais que Eric Schmidt, l'ancien PDG de Google, dit globalement, circuler, il n'y a rien à voir, l'IA va résoudre le changement climatique. Il faut quand même se poser la question, tu vois, il y a des problématiques d'accès à l'électricité aux États-Unis hyper importantes. Ils ont un réseau électrique qui fonctionne pas hyper bien, des problématiques de data center, de pollution, d'accès à l'eau. Enfin, il y a quand même des petits sujets. Et tu vois, j'ai l'impression que c'est un sujet, bon, tout va bien, on va investir et puis on va trouver une solution. Donc, je te le mets dans la question, mais tu vois, qu'est-ce que tu regardes, toi, comme signaux faibles? C'est quoi les trucs que tu te tiens, il y a des trucs qui se passent, faut faire attention à ça, ou je regarde ça, et pourquoi? Et quel est ton regard, toi, sur la question d'accès aux ressources énergétiques, matérielles, et l'impact potentiel du changement climatique sur cette économie-là? Alors, je vais commencer sur les signaux. Sur l'emploi, il y a des études aux États-Unis qui montrent un ralentissement de l'embauche des jeunes dans les entreprises qui adoptent l'IA de façon structurée, donc celles qui ont un poste architecte IA, etc. Donc ça, c'est un signal assez inquiétant pour les jeunes, mais comme on le disait, je pense que c'est un peu une première étape. Donc ça, c'est des choses que j'essaie de suivre, les offres un peu d'emploi et voir ce qui commence à ralentir, tu vois? Essayer de voir s'il y a un lien avec l'IA parce qu'il y a plein d'autres choses, qui se passent. Voilà, donc pour l'environnement, bah, je suis complètement, enfin, je suis inquiète de la même manière que toi. Je pense que le technosolutionnisme de dire, «Ça va résoudre tous nos problèmes», moi, j'y crois pas trop parce que tu as quand même un problème de ressources. Je veux dire, c'est pas qu'un problème d'émission de CO2, c'est aussi, des contraintes matérielles. Donc soit l'IA nous invente des nouveaux matériaux à partir, d'air ou enfin, je sais pas quoi, mais il y a un souci, technique effectivement comme tu dis, il y a aussi des problèmes locaux d'accès à l'eau, dans les endroits où les data centers s'installent. Donc ce qui est possible, c'est qu'à un moment donné, on ait une limite au développement de ces technologies à cause de contraintes de ressources qui vont faire tu sais, je disais les technologies à usage général, ça deviennent de plus en plus efficaces et de moins en moins chères. Est-ce qu'à un moment, si on bute vraiment sur une question de ressources, les coûts vont pas augmenter aussi? Tu vois? C'est aussi une possibilité qui ferait que ça ralentirait. Mais oui, effectivement, l'aspect environnemental, je trouve qu'il est quand même, il est quand même un peu, enfin, il est un peu négligé comme sur toutes les questions, économiques, quoi. Finalement, on dit: «Ah oui, ça pollue, mais qu'est-ce qu'on peut faire?» Et moi, c'est pareil, hein, je j'ai pas de solution, mais en tout cas, ça nous conduit, plus vite vers une crise écologique. C'est, quand même sauf si ça effectivement, ça fait des innovations, incroyables, mais Ce serait quoi, pour toi, les deux, trois choses à retenir de cet échange et puis plus largement du travail que tu as mené sur l'impact de l'IA sur l'emploi? bah, je pense qu'il faut essayer d'avoir une analyse prospective des choses. C'est-à-dire essayer de réfléchir à quels emplois vont être les plus touchés. Et essayer de réfléchir à, au contraire, quels emplois sont plus protégés. On a parlé des métiers manuels, mais c'est très schématique. Et là, avec l'observatoire, je vais sortir prochainement une petite note sur quelles sont les dimensions protectrices des emplois en l'état actuel des technologies, hein, encore une fois, ça a fait des bons, hein, ça, je sais pas. Et donc, essayer de réfléchir à la formation des jeunes, justement, parce que, ben, autant ne pas envoyer les gens vers des voies qui vont être, bouchées, parce qu'en fait, réfléchir seulement en termes de diplôme, tu vois, hein, l'insertion là, le rapport annuel sur l'insertion des jeunes diplômés des grandes écoles, hein, genre les TI, tout ça. On voit une baisse du taux d'emploi de 5 points en France, alors que le chômage, moyen, il a pas augmenté. On ne sait pas si c'est lié, hein, mais je veux dire, c'est quand même les professions qu'on imagine les plus automatisables par LLM. Ça interroge un petit peu. Donc essayer un peu de réfléchir à vers quel métier
on envoie les jeunes et on envoie les gens qui, perdent leur emploi pour les reformer. Mais nous, je pense essayer d'avoir une analyse prospective et de faire une cartographie des métiers, menacés, des métiers qui peuvent émerger aussi, hein, mais de réfléchir en termes de compétences qui sont pas automatisables par LLM et qui vont pas l'être à trop court terme, pour essayer de miser là-dessus, quoi, pour que les gens se retrouvent pas, perdre leur emploi ou comme certains juniors, tu vois? Aux États-Unis, j'arrête pas de voir des articles sur, les gens qui sortent de l'université Ivy League, qui ont computer science, tu vois? Le truc il y a encore 5 ans, c'était «Essaie de trouver un travail comme ça en sortant» et ils cherchent, depuis 1 an, ils trouvent rien. Donc bon, maintenant qu'on sait, encore une fois, ça peut aller encore plus vite, mais on a un peu une idée de la forme que peuvent prendre ces technologies. Essayer d'orienter les gens et surtout les jeunes, parce que c'est ceux qui ont plus de chances d'acquérir les bonnes compétences vers les métiers de demain, quoi. Sachant qu'on peut se tromper, mais au moins essayer de faire cette analyse. Merci beaucoup, Axel, d'avoir répondu à mes questions. Merci Clément. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner au podcast pour écouter les prochains épisodes. À bientôt.